bienvenue sur la Tronche Ambier RCN. Le bénéfice du doute numéro 3, vivre une anomalie, expérience du paranormal. Ouh là, ça fait peur. Alors, chaque jour se produisent des événements improbables, défiant tous les pronostics. L'extraordinaire existe et c'est normal. C'est même l'inverse qui serait étonnant. Les humains qui nous entourent sont nombreux et ils vivent une quantité invraisemblable d'événements à chaque seconde. Dans un tel effectif, nous pouvons trouver à coup sûr d'innombrables coïncidences et si nous en restons là, piégés par les pentes naturelles de l'esprit, nous pouvons avoir envie de conclure un peu vite à la réalité de phénomènes étranges qui échapperaient depuis toujours à la sagacité des savants, à la curiosité des chercheurs. Puisque nous n'avons pas réponse à tout, on ne peut pas exclure du champ des possibles les manifestations dont témoignent celles et ceux qui parlent d'extraterrestres, de hantises, de capacités extrasensorielles, de causalité atypique et de toutes les bizarreries qui peuplent la fiction, la mythologie et le folklore. Personne n'a vocation, je l'espère, à empêcher quiconque de rêver, d'imaginer, de supputer ou même de croire. Mais qu'en est-il du savoir ? Ceux qui ont envie d'aller un peu plus loin que le simple sentiment de vérité qu'on éprouve quand on a vécu soi-même une expérience extraordinaire et inexplicable, ne trouvent le plus souvent à se tourner que vers des groupes de gens convaincus par les hypothèses les plus étranges et fantasques, des gens parfois très très motivés à continuer de croire que ces choses sont inexplicables et donc prompts à ne surtout pas consulter les travaux qui pourraient les détromper. Il ne suffit pas malheureusement d'avoir vécu une expérience bizarre pour être un expert du paranormal et de l'étrange. Il faut une méthode d'investigation et une bonne connaissance des travaux qui ont été faits auparavant. Et la méthode aidant à faire le tri entre les travaux sérieux et les délires, parce que les délires, ça existe. La psychologie anomalistique est justement la discipline qui s'intéresse à l'étude des témoignages de celles et ceux qui ont vécu des expériences en décalage avec l'idée qu'on se fait du fonctionnement du monde, et qui se propose d'expliquer l'origine psychologique de certains d'entre eux pour mieux souligner les phénomènes qui resteraient sans explication. Et donc potentiellement paranormaux, surnaturels, préternaturels, que sais-je. En tout cas, anormaux et donc intrigants, tous ces mots-là seront expliqués tout à l'heure. Les travaux dans ce domaine ne sont pas toujours faciles à mener compte tenu de la méfiance de certains tenants vis-à-vis de la méthode scientifique, de la nature élusive des phénomènes allégués et d'un légitime scepticisme, voire d'une franche hostilité du monde académique envers les sujets farfelus qui pourraient bien être la marotte d'un chercheur zinzin, dilapidant les financements scientifiques déjà un peu trop rares. Mais il y a quand même des curieux qui choisissent de se pencher sur tous ces témoignages pour comprendre leur origine et travaillent en parapsychologie, en psychologie animalistique et en clinique des expériences exceptionnelles. Et bien, c'est le cas de Renaud Évrard, enseignant-chercheur en psychologie à l'Université de Lorraine. Bonjour Renaud. Bonjour Thomas, bonjour Morgane. Bonjour. Oui, Morgane est avec moi, elle va intervenir puisque là, elle est étudiante en sciences cognitives, elle a des lumières sur toutes ces questions-là, donc elle pourra me reprendre si je dis des bêtises. Est-ce que j'ai dit des sottises dans mon introduction ? Alors, tu veux la quantité ou la... Non, c'est vrai que la psychologie anomalistique se prête à cette étude des croyances et des expériences paranormales, mais ce n'est pas la seule sous-discipline ou discipline qui s'en occupe. Globalement, l'anomalistique est l'approche scientifique des anomalies, et là-dedans, on peut avoir un regard qui vient de la psychologie, un regard qui vient de la sociologie, mais qui se mêle également à d'autres disciplines comme la physique ou la biologie. Finalement, les anomalies, c'est au cœur de la science, et c'est pour ça qu'il faut des chercheurs qui s'en préoccupent. Donc l'anomalistique, ce serait la zététique faite science. La zététique, une façon de la définir, c'est quand même l'application de la méthodologie scientifique dans une approche rationnelle des choses. Et c'est effectivement ce que vont faire ces chercheurs-là avec l'idée de tester toutes les hypothèses, pas seulement les hypothèses qui viendraient confirmer les croyances préétablies du paradigme antérieur. On a donc, tu as parlé des phénomènes anormaux, plutôt en anglais on va utiliser le terme anomal ou anomo. Alors c'est ça, donc, le mot est étonnant. Anomal, ça veut dire quoi ? Alors anomal, ça existe en français, c'est une toute simple application en adjectif du mot anomalie. Simplement, effectivement, les gens entendent ou lisent anormal, et là du coup on n'est plus dans le même registre. Okay. Là c'est vraiment les exceptions par rapport à une règle, ce qui vient faire une perturbation par rapport au savoir, au connu en fait. D'accord. Alors, pour poser des définitions, même si c'est des choses qu'on peut trouver par-ci par-là, est-ce que tu peux nous définir, ou essayer de définir, parce que ça va être compliqué je suppose, paranormal, surnaturel, et le mot que tu m'as appris, le mot préternaturel. Oui. Alors, historiquement, en fait, on avait tu as parlé de la fiction, de la mythologie, du folklore qui s'est emparé de toutes ces questions. C'est aussi beaucoup la religion.
Hein. Et puis, Alors, moi, je le range dans la mythologie, mais c'est peut-être par abus. c'est des disciplines différentes, si tu veux. D'accord. Et la religion a toujours promu comme ça un ensemble de cortèges de phénomènes, dits miraculeux, etc., qui bénissent dans le surnaturel. Mais dans le discours des religieux, il y avait cette idée de quand même distinguer ce qui appartenait à la nature, ce qui appartenait au surnaturel divin, au surnaturel diabolique. Et également, il y avait un ensemble qui a existé pendant des millénaires, intermédiaire de phénomènes qu'on appelait des prodiges et qu'on appelait le préternaturel. Hein, entre les deux, c'est plus merveilleux que le naturel habituel, mais ce n'est pas du domaine des religions établies. Et ce préternaturel, hein, ce terme qui a été utilisé pendant très longtemps, il est devenu le paranormal à partir de 1903. Il y a un médecin, avocat, On a la Joseph date Maxwell. de naissance du paranormal. Oui, bien sûr. Ça, c'est cool. C'est un livre qu'il a publié sur les phénomènes psychiques, Joseph Maxwell. Et à partir de là, le mot paranormal a supplanté le mot préternaturel. Mais c'est cette même catégorie intermédiaire à cheval entre la science, la médecine, la nature et la religion. D'accord. Je me tourne vers Morgane au cas où, n'hésite pas. Aujourd'hui, on étudie encore la religion en fait en Sciences Co, mais c'est plus pour essayer de trouver en fait des explications à pourquoi on a des croyances. Et il y a plusieurs hypothèses, il me semble, à l'heure actuelle. Alors, je les ai peut-être pas toutes. Mais Moi, on fera peut-être un truc sur la religion un jour. Ça sera compliqué. Mais oui, on va faire. Moi, j'avais celle qui était liée à potentiellement l'anxiété. Les religions seraient corrélées à un taux d'anxiété un peu plus élevé, a priori. Ou il y en a une autre qui est intéressante à creuser, c'est celle du circuit intuitif et du circuit analytique. Donc, c'est la théorie qui a été mise notamment en avant par Kahneman. Les deux modes d'approche des phénomènes. Ouais. Et a priori, il y aurait une corrélation négative entre le type de fonctionnement plutôt analytique, une facilité à utiliser le mode analytique du cerveau et la croyance en la religion. On a tendance à être moins religieux quand on utilise plus notre circuit analytique. En gros, on est plus intuitif. Voilà, la religion serait quelque chose de plutôt intuitif et la non-croyance serait quelque chose de plutôt analytique. Donc, en gros, les anormaux, les anomaux, ce serait plutôt en tout cas, historiquement, c'est plutôt les athées ou les sceptiques qui sont. Il y a une catégorie un peu intermédiaire parce qu'aujourd'hui, on va aussi beaucoup trouver de gens qui se disent spirituels, non religieux, qui vont avoir un certain nombre de croyances, mais qui sont plutôt un bricolage des croyances existantes. Et il ne faut pas oublier aussi la nature expérientielle de la religion. Hein, que travaillent des gens comme William James, etc. Cette idée que beaucoup de gens vont vers des croyances parce qu'ils pensent d'abord avoir vécu quelque chose. Ouais. Et dans ce que les psychologues vont montrer au niveau de leurs études, c'est plutôt ce chemin-là qui est pris. On a des expériences un peu étranges et on essaie de trouver des interprétations. Ça, c'est valable, me semble-t-il, pour ceux qui commencent par ne pas croire et qui croient, alors que ceux qui sont élevés dans la religion croient pour des raisons qui sont différentes. Mais ceux qui passent de non-croyants à croyants, c'est pas avec des arguments. En tout cas, statistiquement, c'est davantage avec des expériences personnelles, des crises mystiques. Il y a tout un continuum. On peut se dire catholique sans être vraiment très fervent ou très pratiquant. Et puis, une expérience mystique vous fait devenir là un catholique pur et dur. Donc, effectivement, il y a des sceptiques qui virent vers des croyances spirituelles, mais il y a des gens un peu spirituels qui commencent à rentrer dans des choses beaucoup plus intensives. D'accord. Alors, c'est quoi une expérience anomale ? Alors, il y a plusieurs définitions possibles. C'est vrai ce qu'on va retrouver, c'est que tout le monde connaît déjà ces termes d'expérience de mort imminente, sortie du corps, télépathie, etc. C'est vraiment, ça fait partie d'une sorte de folklore ou de culture qu'on a généralement. Oui, voilà. Toutes les séries en parlent. Tout le monde pense avoir un avis ou même une représentation très claire de ce que c'est. Après, scientifiquement, c'est bien plus compliqué dans l'analyse, une différence entre une télépathie, une prémonition, on s'arrache les cheveux. Mais la définition que moi je prends, c'est une expérience qui ne s'intègre pas aux connaissances de la personne, au paradigme, au schéma qu'elle a, schéma cognitif et émotionnel. Et donc, c'est quelque chose qui va faire effraction, une sorte d'anomalie dans son modèle de la réalité. Est-ce que c'est de la disruption ? Alors, je n'utilise pas trop ce terme, mais on va parler effectivement d'une sorte, oui, peut-être... en gros, disruptif, c'est quelque chose qui vient bouleverser un système et après, il ne peut plus être comme avant. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça, sauf que c'est pas forcément en one shot radical. Ça va parfois demander plusieurs expériences. Ça peut être un faisceau d'expériences qui vont faire que la personne peut basculer, être en recherche, être angoissée, effectivement, comme tu disais, par rapport aux incertitudes de compréhension du monde, d'explication de comment le monde fonctionne, et du coup avoir besoin d'un paradigme plus élargi dans lequel les choses retrouvent un ordre, en fait. Oui, parce qu'en fait, c'est des gens normaux qui veulent penser de manière cohérente. Donc il faut que cet élément qui sûrement est chargé d'affect, je suppose, c'est des choses importantes pour eux, il faut qu'il ait une place, quoi.
Oui, oui, puis des sociologues comme Gérald Bronner le montrent bien, on a des croyances qui sont mises en place d'une façon absolument rationnelle, c'est-à-dire confronté au même type d'observation, il est il est favorablement rationnel d'aller vers des explications qui correspondent à ces expériences. Et puis, tu as aussi besoin de... Imagine, quand tu vis quelque chose de très fort émotionnellement, tu as aussi des effets psychologiques. On a des gens qui ont des expériences paranormales, qui souffrent de choses qui se rapprochent un peu du PTSD, parce que pour eux, ça a été très traumatisant. PTSD, explique aux gens. Syndrome de choc post-traumatique. Donc, en gros, c'est quand tu as un énorme choc émotionnel, tu vas avoir des répercussions psychologiques très fortes. Et on a des gens qui vivent des expériences qui les effraient, et qui les effraient tellement qu'ils vont avoir des véritables conséquences psychologiques derrière. Et oui, il y a un mécanisme qui fait que ton cerveau a besoin de se rassurer. Pour donner un exemple simple et peut-être moins traumatisant que d'autres, mais la paralysie du sommeil, est-ce que c'est la source de croyances particulières ? Oui, ça l'est depuis. On pense que ça l'est depuis des centaines d'années, voire des millénaires. La paralysie du sommeil, c'est simplement, on pourrait dire, une sorte de bug du cerveau qui se met à paniquer parce que il se réveille et le corps est encore endormi, paralysé, et à ce moment-là, il y a des perceptions qui sont à mi-chemin entre le rêve et l'éveil, donc des bruits, des visions de silhouettes, une sensation de présence, une pression sur la poitrine, tout un ensemble de choses comme ça qui fait penser au personnage un peu démoniaque d'incube, de succube, plus tard aux fantômes, et plus récemment, on pense que ça expliquerait pas mal d'abductions, d'enlèvements par les extraterrestres. Donc effectivement, ce genre de choses, ça a pu être mesuré avec les questionnaires de stress post-traumatique, de choc post-traumatique. On a des niveaux de score qui sont équivalents à des gens qui sont confrontés à des accidents mortels. Donc effectivement, il y a une réalité psychologique, il y a une intensité de ces expériences qui peut parfois, pas chaque fois, bouleverser la vie de la personne. Et du coup, ça peut amener à besoin d'accompagnement, de prise en charge thérapeutique ou des choses comme ça. Donc un truc important à dire, c'est que là, les gens qui témoignent, que ce soit de hantises, de voix, etc., nous, on n'est pas là pour dire qu'ils sont fous ou qu'ils ont tort ou qu'ils mentent. Étape 1, c'est le principe de charité. Il faut accepter que les gens nous disent la vérité. Alors, dans l'eau, il y a peut-être qui fabule, parce que les mythomanes, ça existe. Mais notre travail à nous, sceptiques, c'est de questionner comment est-ce qu'on sait les choses. Pas de dire aux gens ce que vous croyez, c'est faux. Et donc, justement, par rapport au paranormal, tu m'as dit il y a quand même 3 niveaux à bien distinguer. Il y a croire, vivre et savoir. Parce qu'il y a des gens pour qui le paranormal, ça fait partie du décor. De fond, c'est dans la fiction. Pour d'autres, c'est dans leur vie, quoi. Oui. Alors, ce qu'il faut dire par rapport à ça, c'est que là, on a pris le côté un peu effrayant, mais la plupart des gens le vivent bien. En fait, il faut déjà savoir que énormément de gens vivent des expériences paranormales. Les sondages sont entre 30 et 50% de la population générale a au moins une expérience paranormale au cours de sa vie, ce qui est en fait gigantesque, c'est la norme. C'est rassurant pour ceux qui nous écoutent et qui ont vécu un truc. Il ne faut pas avoir peur d'en parler. Et si les gens vous en parlent, ne les prenez pas pour des fous ou des crétins. C'est des choses normales, en fait. Oui, il y a effectivement ces 3 explications un petit peu rassurantes parce que le paranormal, malgré tout, c'est les fantômes, on n'arrive pas à intégrer ça scientifiquement. Donc, on a ces petites explications un peu rapides, soit la folie, soit l'imbécilité, soit effectivement la mythomanie, les menteurs. Ça n'occasionne pas une bonne écoute, on pourrait dire. Oui. Alors que globalement, ce sont des gens tout à fait normaux. Il y a tout type de personnes qui peuvent vivre des expériences. Il n'y a pas un profil psychologique ou sociologique qui se dégagerait et absolument pas réservé à des gens avec des pathologies mentales. Pas du tout. Voilà, vous n'avez pas de problème. Mais donc, vous pouvez. Non, je ne dis pas que vous n'avez pas de problème. Je dis que c'est pas la norme d'avoir des problèmes avec ça. C'est pas la preuve que vous avez un problème. Quand même, surveillez-vous quand même. Vous pouvez en parler à un professionnel. Oui, d'ailleurs... Il y a des professionnels qui sont ouverts à ces questions, qui savent très bien écouter, qui sont formés. Et donc, les nuances d'engagement entre croire, vivre et savoir, toi, justement, qui t'intéresse à tous ces cas-là, et qu'il y a des gens en face de toi qui racontent des choses, comment tu distingues ça ? Est-ce qu'il y a vraiment 3 niveaux très différents ? Oui, c'est même pas les mêmes personnes, finalement. Il faut comprendre que la croyance au paranormal, elle atteint des scores exceptionnel, on pourrait dire, parce que ça va jusqu'à, en général, 60 à 70% de la population générale. Donc, c'est vraiment la norme dans les pays riches, etc. Donc, je ne parle même pas à côté. Les expériences, j'ai dit, c'est 30 à 50%. Ce n'est pas forcément les mêmes personnes. C'est-à-dire, croire ou ne pas croire n'est pas
absolument, pour toute expérience, le facteur décisif. Et puis après, savoir. Alors savoir, il y a différents niveaux. Il y a des gens qui vont, comme tu disais, un petit peu bricoler une interprétation, se considérer experts parce qu'ils ont vécu un truc, parce qu'ils ont lu des choses, parce qu'il y a, je sais pas, le spiritisme, il y a des cultures autour du paranormal. Mais des gens qui savent vraiment sur une base de méthodologie scientifique, là, par contre, là, on est sur un millième de pourcent, quoi. Il y a très peu de gens qui mènent des études sérieuses sur ces sujets, et il y en a quand même, hein, et notamment à l'étranger. Et du coup, c'est le grand écart entre cette masse d'intérêt global pour ces questions. Tout le monde en parle, tout le monde le connaît, tout le monde y croit, beaucoup de gens le vivent, mais alors très peu de gens savent vraiment en parler de façon concrète, rigoureuse. Ouais, donc il faut apprendre à distinguer les gens qui savent en parler des autres. Est-ce qu'on peut explorer un cas particulier? Voilà. Je te demandais, tu m'as évoqué les investigations de Wiseman sur les maisons hantées. Comment on fait une enquête pour venir voir? Donc il y a des gens qui disent, voilà, c'est sûr que c'est en Écosse, il y a tel endroit qui est hanté. Comment on fait une investigation un petit peu à la X-Files, j'ai envie de dire, mais sauf que c'est de la vraie science, quoi. Comment ça se passe? Oui, on pourrait croire que un phénomène comme la maison hantée, ça n'appartient pas du tout au champ de la science, que c'est complètement à l'écart. Or, des chercheurs depuis les années 60 ont proposé un protocole assez simple et assez écologique, naturaliste. C'est-à-dire, des gens disent que tel lieu est hanté, eh bien très bien, on met en place un protocole sur ce lieu hanté avec d'autres personnes qui sont censées vivre eux-mêmes des expériences en y passant dans certaines pièces ou dans d'autres. Et donc, ce qu'a fait Wiseman, et c'est simplement un petit peu avec toute une équipe en Angleterre, reprendre. Alors, il avait 2 endroits dans une publication qu'il a fait dans le British Journal of Psychology en 2003. Il avait un château royal anglais et puis également un peu des souterrains de voûtes d'anciens ponts en Écosse. Et ces lieux-là avaient des réputations, des histoires, des narrations comme ça de fantômes. Et beaucoup de gens au cours du XXe siècle avaient dit avoir eu des expériences d'apparitions, de sensations étranges. Donc il a pris 678 touristes qui étaient d'accord pour participer aux expériences et qui sont passés dans les galeries, dans les différentes pièces du château. Certaines pièces avaient la réputation d'avoir eu des phénomènes, d'autres non. Donc on avait comme ça des espaces contrôle et expérimentaux, hein, un nombre équivalent de mètres carrés. Et on a pu se rendre compte qu'effectivement, 40% des visiteurs avaient des sensations étranges. Ça pouvait être simplement changement de température, impression de présence, des migraines, des choses comme ça. Pas des gens qui ont vu véritablement un fantôme de pied en cap, mais il faut comprendre que l'expérience de hantise, c'est d'abord quelque chose de très subtil, de très subjectif. C'est assez rare que les gens disent voir la même chose ou que des objets traversent la pièce. Ça, c'est vraiment des cas assez rares. Donc c'est très subjectif en général, les témoignages. C'est assez fragile parce que c'est souvent des stimuli ambigus, donc des choses qui vont arriver, des bruits, des images, des silhouettes, des ombres, etc., des courants d'air, qui donnent lieu à une surinterprétation, une sorte de coloration de l'interprétation. Donc une ombre devient une silhouette, un bruit devient un cri ou une explosion, etc. Et donc l'aspect de construction créative de l'interprétation joue énormément. Et du coup, des aspects comme les croyances a priori, les effets de la suggestion vont beaucoup différencier les gens qui ont ces expériences des gens qui ne les ont pas. Oui, j'allais te demander, il y a aussi un phénomène d'attente. On est aussi dans des dispositions psychologiques qui font qu'on va plutôt interpréter un bruit qu'on va entendre comme un signe paranormal potentiellement. Oui, on trouve dans les études psychologiques qui sont menées dans ces contextes naturalistes ou dans des contextes plus artificiels qu'effectivement la suggestion latente suffit. Donc par exemple, on amène les gens à un opéra, hein, ce qu'a fait Uran and Lange. Ils ont partagé les gens en deux selon leur billet, et les gens qui allaient par exemple à gauche, on leur disait, vous savez, dans cet opéra, il y a un fantôme, etc. Et d'autres, on disait rien du tout. Et à la sortie de l'opéra, on les interrogeait, et les gens qui avaient eu la suggestion avaient vécu l'opéra de façon très très différente. Et donc ce simple effet de la suggestion, on l'oublie un peu, mais c'est pas le seul facteur en jeu. On étudie encore plein d'autres variables possibles. Est-ce que les gens qui croient aux ovnis en voient davantage? Est-ce que les gens qui croient aux anges en voient davantage? Ou là, est-ce que là, enfin, en gros, c'est la même question. Est-ce que les attentes préalables des gens, les croyances préalables, sont corrélées à ce qu'ils disent? Et donc, en gros, est-ce qu'on a des gens qui ne croient pas du tout aux ovnis et qui disent mince, j'ai vu un extraterrestre? Oui, on a tous les cas de figure possibles. On a même des gens qui vivent ces expériences, qui voient un ovni éventuellement, et qui ne deviennent pas croyants.
C'est toujours fermé au niveau cognitif, la capacité à rentrer dans une interprétation surnaturelle, malgré le conflit avec le vécu propre. On ne pourrait pas mettre la croyance comme cause. Les gens qui vivent ça, ils croient. Hein, c'est vraiment, il ne faut pas rentrer là-dedans. C'est statistiquement, effectivement, on a une déviation dans ce sens-là. Oui. L'idée que ça prépare et que ça affine les interprétations. Ça pourrait aussi être juste que parce que j'y croyais auparavant, je suis ouvert en fait d'en parler. Oui, et puis l'effet inverse fonctionne tout aussi bien. C'est-à-dire, c'est parce que je suis incroyant que je suis incapable de voir des choses qui sont vraiment là. Hein, c'est-à-dire, le biais fonctionne de ce côté-là. Il y a des études avec des gens qui ne croient pas du tout au paranormal et qui voient même pas les choses, même truquées, qu'on leur montre, finalement. Donc, c'est vraiment, il faut se dire qu'on a tous des profils cognitifs qui, de toute façon, la perception n'est pas la réalité qui arrive dans nos yeux ou dans notre cerveau. C'est la réalité qu'on co-construit avec nos attentes et nos suggestions de base. Une nécessité aux choses qu'on ne veut, qui Notamment. rentrent pas dans notre raison d'attente en fait. Bien sûr. D'accord. Morgane. Mais j'ai rien à ajouter. Alors, la parapsychologie. Non, mais on va. Elle a d'autres notes, mais alors la parapsychologie, la psychologie anomalistique, clinique des expériences exceptionnelles. Voilà. Est-ce que c'est des choses. Alors, d'abord, il y a une partie qui est du soin, mais ça, on va y revenir parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'être accompagnés. Et c'est pas un problème. Mais est-ce que, en termes de discipline, ça a créé des connaissances? Est-ce qu'on a découvert des choses grâce à cette approche-là? Alors, que ce soit en psychologie ou par rapport au phénomène? Alors, c'est une question sur la façon d'évaluer si une discipline est féconde et du coup son intérêt. Moi, je trouve que la parapsychologie, de façon générale, qui existe depuis 150 ans, elle est féconde parce qu'elle appréhende un champ de l'expérience humaine que finalement, il n'y a pas de raison de laisser de côté, surtout quand je vous donne les chiffres un peu de la prévalence. Et après, appliquer les méthodes scientifiques, parfois ça donne des résultats concluants où finalement on apprend des phénomènes nouveaux. Donc il y a des choses comme le rêve lucide, les sorties du corps, le déjà-vu, qui sont entrées maintenant dans la psychologie normale, grâce aussi à des pionniers finalement qui ont été explorés. Le rêve lucide, il faut comprendre qu'on disait c'est pas possible d'être à la fois en train de rêver et d'être conscient. C'est une impossibilité scientifique. Or, non, voilà, on sait aujourd'hui, on a preuve à l'appui au niveau neurologique que c'est le cas. Mais ça a démarré parce que la parapsychologie a pris ses expériences et ses témoignages. Donc il y a cette approche-là, mais parfois, du coup, ça sort de la parapsychologie, stricto sensu, et ça rentre dans la science normale, établie. Voilà, tout à fait. Et la psychologie anomalistique, elle a une approche un peu différente, c'est-à-dire qu'elle va explorer en priorité les hypothèses psychologiques classiques, comme la suggestion, la croyance, etc., ou des hypothèses nouvelles. On peut aller chercher des choses, des hallucinations liées aux infrasons, par exemple, ou des choses comme ça. Mais elle n'a pas vocation forcément à être fermée. Elle peut inclure également des hypothèses du type parapsychologique, qu'il y ait des phénomènes réels derrière ça. Donc, c'est une psychologie anomalistique qui, selon les gens qui la font et selon les lieux, peut être plus ou moins inclusive ou exclusive, intégrative. Et la clinique des expériences exceptionnelles, ce n'est pas une discipline au même niveau, c'est-à-dire ne cherche pas forcément à produire des connaissances avec des effets statistiques, c'est une approche clinique appliquée aux gens qui vivent des expériences paranormales. Et là, quand on fait l'approche clinique, on n'est pas forcément en train d'essayer de convaincre les gens d'adopter la meilleure théorie scientifique disponible. On est là pour que ça colle pour eux, quoi. La théorie qu'ils prennent, elle leur amène pas trop de dégâts, plutôt des bénéfices sur le plan de la santé mentale, du bien-être. Donc voilà, c'est une approche où on n'a pas tout à fait la même casquette qu'un parapsychologue ou qu'un pur psychologue scientifique. Il y a l'idée de s'intéresser. En fait, le problème qu'on a avec ces approches-là, c'est que le matériau de base, sauf quand on a de l'ectoplasme dans l'escarcelle ou une vidéo d'extraterrestres qui débarquent, c'est du témoignage. Le matériau du parapsychologue de base, me semble-t-il, c'est d'abord du témoignage. Ça a pu être vrai au début. Alors, je dirais que ce n'est plus depuis très très longtemps en fait. Le témoignage est effectivement un truc qui dit c'est tout à fait légitime, plein de gens vivent ces choses, on sait de ça depuis 1886 par exemple, qu'on avait des premiers sondages en voyant des scores extrêmement élevés. Mais le rôle des parapsychologues et ce qu'ils ont inventé déjà aussi à cette même époque, fin 19e, ce sont des expériences contrôlées avec notamment des analyses statistiques des résultats. Et en fait, les parapsychologues, ils ont cette chance par rapport aux ufologues, tu parlais un petit peu des ovnis, des choses comme ça, c'est qu'ils peuvent provoquer les phénomènes ou tenter de les provoquer dans un cadre de laboratoire. Et aujourd'hui, c'est 95% de la parapsychologie, c'est du laboratoire. D'accord. Donc, en gros, on a les cartes de Zener ou
pour la télépathie, ce genre de choses. Donc ça, c'est reproduit. Ça, Voilà, alors les cartes de Zener, on les a informatisées, hein. Et puis on peut faire effectivement des tests avec tous les outils modernes, tout ce qui va être neuroimagerie, tout ce qui va être des contrôles qui sont mis avec des laboratoires différents qui travaillent en coordination. Enfin, voilà, donc on peut avoir un niveau de scientificité qui est tout au moins égal à celui qu'on va trouver en psychologie classique. D'accord. Et donc on a des instituts de recherche comme l'INRES, Tu veux me faire crier? qui sont des gens sérieux qui étudient ça de manière... quand on tape les mots-clés liés au paranormal, Ah oui. il y a bien des gens qui ressortent en premier. Donc vos recherches sur Google, mesdames et messieurs, sont des recherches qui sont biaisées par les algorithmes, qui vont vous donner des choses où Google pense que c'est ce que vous allez aimer. Et les gens qui aiment le plus et qui sont le plus motivés, c'est plus les croyants que les sceptiques, souvent. Et donc, ce qui ressort, c'est plus les groupes de gens qui sont croyants avant d'être chercheurs. Et donc, avec tout le respect que j'ai pour eux, l'INRES, ils prétendent être un institut national de recherche. Alors, c'est quoi les Des expériences extraordinaires, tout simplement. Voilà, donc l'intitulé, c'est exactement ce dont on est en train de parler. Alors, on pourrait dire du faux semblant. Après, la recherche, il y a plein de façons de faire de la recherche. On peut faire de la recherche spirituellement, des choses comme ça. L'INRES n'a jamais réussi à mettre vraiment en place un comité scientifique finançant des recherches ou appliquant des recherches. C'est un institut de diffusion. Alors, de ce côté-là, ils font parfois de la très bonne vulgarisation, des recherches qu'on peut trouver à gauche, à droite. Et c'est sûr qu'en France, ça peut faire illusion parce qu'on ne se rend pas compte qu'il y a véritablement des scientifiques qui travaillent sur ces sujets. Et en France, le niveau est tellement bas que c'est presque plus acceptable d'avoir un truc comme l'INRES qui est un peu guignolesque par certains aspects, qui n'est pas du tout dans un discours académique, que de se rendre compte que, par exemple, cette année, l'Institut Métapsychique International, qui est une fondation de recherche consacrée à la parapsychologie, fête ses 100 ans. Et que, ils ont eu quand même des gens de très haut niveau, fondés par le prix Nobel Charles Richet, des choses comme ça, qui continuent à avoir des recherches publiées et financées, notamment par Bial. C'est une micro-activité par rapport à l'échelle mondiale, mais ça peut exister quand même en France. Financé par Bial ? Oui. C'est quoi ? Bial, c'est des laboratoires pharmaceutiques qui financent des travaux en neurosciences et en parapsychologie. Vous êtes Big Pharma, vous finance. Voilà, tout à fait. Donc, on a des conflits d'intérêts. Donc, c'est la catastrophe. Donc, le dit est... mais alors, vers quelles ressources, vers quel institut, vers quels chercheurs, les gens qui vivent ces choses-là peuvent se tourner? Parce que là, on a des gens seulement qui nous écoutent, qui ont vécu un truc, qui veulent des réponses. Oui. Ils ont le droit de vouloir des réponses et ils ont le droit qu'on leur en fournisse. Et la question, elle est compliquée. Où est-ce qu'ils vont? Parce qu'ils ne peuvent pas juste téléphoner à M. Évrard, quoi. Tu ne peux pas être le standard de tous les gens. Il ne se gêne pas. Voilà, donc ne faites pas ça, ça ne sert à rien de l'appeler lui. En revanche, il y a peut-être donc, le CIRCE. Morgane, tu as fait des recherches. Donc, est-ce que tu peux me dire, qu'est-ce qui existe et qu'est-ce que font les gens? J'ai assisté à un séminaire, effectivement, du CIRCE, et il me semble que ce qu'ils faisaient, eux, c'était de l'écoute plutôt en termes cliniques, en fait, pour aider les gens qui avaient vécu ces expériences et qui s'en sentaient mal, qui avaient des effets psychologiques délétères, à essayer d'aller mieux, à les accompagner, en fait, dans un cadre thérapeutique. D'accord, mais ça... Plutôt. Il me semble que c'est ça qu'ils font. Je me mets à la place de l'auditeur qui croit qu'il a vécu un truc vrai, c'est très frustrant. On dit, moi, je veux pas qu'on m'accompagne psychologiquement, je veux qu'on m'explique ce qui s'est passé, parce que moi, c'est un truc que j'ai vécu, qui est vrai, qui était hors de mon corps. C'est comme ça qu'il le ressent. Donc c'est compliqué de les écrire en disant nous on est des psys et on va vous accompagner. Oui, alors bien sûr, notre démarche, elle peut être très mal perçue. Donc le CIRCE, on l'a fondé il y a 10 ans. Donc tu es le membre du CIRCE. Quand Thomas Rabéron et moi-même, nous étions en train de faire une recherche-action dans le cadre de nos thèses respectives, qui portaient sur les expériences exceptionnelles. Et on a créé ce service, mais qui n'est pas juste un service de consultation. On fait également de l'information et de la recherche. L'information, c'est parce que des gens, parfois, veulent juste... Voilà, un peu des guidages de quel livre je peux lire, qu'est-ce qui est sérieux. Il y a des journalistes, il y a des étudiants qui nous contactent, il y a toutes sortes de personnes qui simplement veulent ça. Et puis la recherche, c'est aussi, on ne prétend pas savoir actuellement. Donc on a aussi des étudiants qui font des mémoires, qui font des thèses, et on relaie ça. Nous-mêmes, on mène nos propres recherches. On mélange pas tout. C'est-à-dire les gens qui viennent nous consulter ne deviennent pas des cobayes pour autant. C'est vraiment des circuits différents. Mais effectivement, le gros de notre action, parce qu'il y a une grande demande, c'est ces consultations cliniques
qui ont vraiment pas vocation à pathologiser ou à mettre tout le monde sur un divan ou des choses comme ça. Il y a des démarches très progressives en fonction de ce que les gens demandent, ont besoin. Et donc, depuis 10 ans que ça existe, effectivement, on a des files actives très importantes. En France, et c'est malheureux, mais je voulais pas, moi, forcément faire la promotion de mon truc, on dire comme ça, mais il n'y a pas grand-chose. Moi, j'aurais bien aimé que ce soit bien plus dispersé, qu'on ait comme ça plein de psychologues qui aient pignon sur rue sur ces sujets. Parce que si on n'apporte pas une réponse académique, ou au moins un petit peu avec une institution, les gens vont se réfugier dans les bras de ceux qui vont leur dire « mais moi j'ai la réponse ». Oui, mais en général, quand ils arrivent à Circé, ils ont déjà fait un certain tour du truc. Ils ont même parfois des attentes un peu surréalistes, qu'on serait, je sais pas, des magiciens, qu'on aurait des casques pour couper les ondes des fantômes, des choses comme ça. C'est assez régulièrement qu'effectivement, la demande, elle est porteuse d'une détresse extrême. Moi, j'ai un médium qui m'a dit « Thomas, ouvre-moi le crâne, mettez-moi des électrodes ». Je suis sûr que tu l'as fait. Non, je l'ai envoyé vers l'OZ et j'ai croisé les gens de l'OZ à Grenoble il y a quelques temps. Ils ont pas trop, ça n'a pas avancé malheureusement. Mais après, en neurosciences, etc., on a aussi des recherches qui pourraient être intéressantes, mais elles ne sont pas forcément, il me semble, appliquées au paranormal. Par exemple, les recherches aux états de conscience modifiés, donc tout ce qui est rêve lucide, etc., on est en train de les faire, ça commence à arriver petit à petit, on commence à les mettre en place, mais est-ce qu'on va chercher si ça peut avoir des effets sur les expériences paranormales des gens? J'en suis pas sûre. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est peut-être encore un peu tabou pour les chercheurs qui sont dans ces domaines-là. Ça dépend pour quelles expériences. Le rêve lucide, moi, je dirais pas que ça commence. Je dirais que dans les années 80, on a eu des éléments assez décisifs au niveau neurologique pour au moins prouver l'existence du phénomène et commencer à le manipuler. Là, actuellement, c'est par exemple les expériences de mort imminente qui ont vraiment le vent en poupe avec le Coma Science Group de Liège, donc pas très loin d'ici, qui a vraiment les moyens à disposition pour analyser soit les expériences spontanées avec des gens qui en ont vécu, soit également tenter de les provoquer. Et actuellement, là, il y a des articles qui sont parus cette année où ils ont donné de la DMT, ce qui est une substance psychédélique, en microdose, bien sûr, dans un cadre médicalement contrôlé et éthiquement valide, à des gens. On mesurait que phénoménologiquement, ça provoquait quelque chose qui ressemblait à une expérience de mort imminente. Et au niveau neurologique, il y a des données qui sont produites, du coup. Alors, tu as écrit la préface d'un livre qui parle de ça. Bon. Voilà. Vu que c'est moi l'auteur, je glisse, mais voilà. Il date de 2018, donc il n'y a pas ces études-là, mais déjà c'était pressenti que la DMT était un candidat pour produire les... avec la kétamine, fait partie des meilleurs candidats. Donc si vous voulez vous intéresser à ça, il y a ça, et je fais la transition vers le tien, et vers une question, parce que toi tu as écrit le livre, alors, moi je l'ai parcouru, mais alors il est touffu. Non mais tout le monde l'a parcouru. Ah non, mais il y a vraiment des références partout, donc ce monsieur sait de quoi il parle. Folie et paranormal vers une clinique des expériences exceptionnelles. Donc c'est un gros livre que vous pouvez vous procurer, il n'est même pas trop cher par rapport à son poids. Tu sais vendre des livres, toi? Dans les livres au kilo maintenant. Non, mais j'ai vu des bouquins beaucoup plus chers que ça et avec moins de références. Oui. Donc, non, en fait, le rapport poids de référence prix, il est très très bon pour ce livre. Oui. Sincèrement, c'est une vraie remarque parce que les bouquins peuvent coûter cher. Quid de la folie? Donc, on l'a évoqué, j'aimerais quand même qu'on revienne. Là, tu le mets carrément dans ton titre. Folie est un mot tabou, est un mot qui fait peur. Comment on fait lorsqu'en France on vit une expérience paranormale ou en tout cas bizarre et qu'on ne veut pas passer pour un fou? Est-ce qu'on est fou quand même? Est-ce qu'on n'est pas fou du tout? Est-ce qu'on n'est jamais fou? Enfin, comment on délimite ce que c'est que la folie? Alors, le problème, c'est que les gens font d'abord un autodiagnostic. Quand on voit un fantôme, on sait soi-même qu'on est fou. Il y a un truc qui déconne. Je suis sûr que si ça vous arrive, vous aurez plein de réflexions un petit peu stressantes. Qu'est-ce qui m'arrive? Voilà. Donc, à partir de là, il y a une sorte de représentation de ce qu'est la folie, mais aussi du psy, du psychiatre, du psychologue, etc., qui, lui, va pas comprendre. Qui, lui, va risquer de m'envoyer en psychiatrie à l'hôpital, me donner des médicaments ou quoi que ce soit. Du coup, il y a une sorte d'évitement de ce que sont les psychologues habituels. Donc, on va pas forcément parler. Et j'ai vu plein de gens qui avaient un psy depuis 10 ans qui n'avaient pas du tout parlé des aspects paranormaux de leur existence. Et les gens, spontanément, vont aller vers des circuits hétérodoxes, marginal, parallèle, parce qu'on se dit qu'un médium, un magnétiseur aura peut-être plus à dire, à faire sur ces sujets. Ce qui est
parfois dangereux, parfois une grande erreur, mais c'est vrai que de toute façon, ces praticiens sont très très nombreux, existent et forment un réseau de santé parallèle qui est extraordinaire, finalement qui n'est pas observé, qui n'est pas considéré, qui est dans la marge, mais qui est en fait une marge de la clinique tout à fait opérante. Oui, et avec vu qu'il n'y a pas d'ordre des médiums, il n'y a aucune volonté politique de régulation de ces professions, contrairement à d'autres pays où aux Pays-Bas, en Allemagne, on a des Heilpraktiker avec des diplômes d'État. En Suisse, ils viennent de créer, je ne sais pas ce que ça vaut, mais une fonction, une nouvelle profession de thérapeute complémentaire, des choses comme ça. Mais il y a des éléments de réflexion. En France, on ferme les yeux et on laisse les choses exister en l'état. Ouais. Il y a eu un micro-trottoir pour voir qu'est-ce que les gens disent lorsqu'on leur parle de paranormal, de ce qu'ils ont vécu. Et je voulais mettre avant, et en fait j'ai oublié, donc on passe maintenant pour avoir ton retour sur ce type de témoignage qu'on a dans la rue. Est-ce que vous, l'un de vos proches, avez vécu une expérience surnaturelle ? Ma mère, si. Je raconte. Mon arrière-grand-mère est décédée et elle lui avait dit qu'elle viendrait lui chatouiller les pieds quand elle serait morte. Et ma mère a ressenti des chatouilles sur les pieds toute la nuit, le soir où elle est morte. Et c'est vrai. Voilà. Je sais pas si c'est paranormal, mais c'est bizarre. Ouais, moi j'en ai une. Enfin, ma mère a acheté une maison et c'est sur 3 étages. Donc, et mon petit frère dormait tout en haut. Donc c'était une espèce d'infirmerie avant pour les personnes qui habitaient. Et quand il est monté, ma mère était derrière lui et il n'arrivait plus à avancer, comme si quelque chose le bloquait dans les escaliers. Et depuis, il dort plus dans cette chambre-là et c'est moi qui dors, ouais. Mais voilà, c'est tout, plus ou moins, ouais. Ma mère, oui. Quand ma grand-mère elle est morte, elle m'a dit comme quoi elle avait vu son esprit voler, entre guillemets. Mais sinon, moi, oui, des paralysies du sommeil ou des petites ombres, entre guillemets. Mais sinon, rien de ouf, quoi. Je sais pas si ça compte, mais quand j'étais petite, je m'en souviens parce que j'étais super petite et j'avais jamais vu ma grand-mère qui est décédée, la mère de mon père. Je l'avais jamais vue ni en photo ni quoi que ce soit. Et un matin, je me suis réveillée et je suis allée voir mon père et je lui ai dit ouais, mamie, elle m'a dit qu'il fallait pas que tu t'inquiètes et que tout allait bien se passer. Et il m'a demandé, il a commencé à rigoler un peu nerveux et en fait après il m'a demandé à quoi elle ressemblait et je lui ai fait la description parfaite. Et c'était ma mère qui m'a raconté cette histoire. Mon père après il voulait plus en parler parce que ça l'a fait un peu, ça lui a fait peur. Et j'avais jamais vu cette femme de ma vie. Mais moi je m'en souviens pas, j'en ai aucun souvenir. Alors moi, je sais pas du tout. Je réfléchis là, mais ouais, ma mère, je pense. Oui, une fois, elle était avec des amis et ils jouaient aux cartes et il n'y avait pas de vent ni rien. C'est une pièce fermée quoi. Et en fait, le lustre du dessus a commencé à tourner sur lui-même et la photo de ma grand-mère qui était accrochée au mur, elle est tombée, mais elle s'est retournée en tombant et la photo on l'a jamais retrouvée. Ah ouais. Voilà. J'aime pas ma maison. Alors oui, dans la famille on vit beaucoup de choses surnaturelles. Alors une ou deux, moi personnellement je ressens beaucoup de choses, mais ça fait partie de ma famille. On est au Portugal, on les considère un peu comme des sorciers. Et ouais, moi depuis que j'ai perdu mon papa, je ressens beaucoup de choses, ça s'est débloqué à partir de là. Et je ressens plein de choses, vraiment. Au début c'était chelou, mais maintenant on s'y habitue. Et ouais, dans ma famille on a tous au moins ressenti au moins une chose, sauf que ça se débloque. Voilà, on est très sensible à ça. Donc est-ce que ça recoupe l'essentiel des choses que les gens disent? Alors, pas l'essentiel, c'est très très varié, ce qu'on va mettre sous couvert de paranormal, mais ce qu'on entend déjà, c'est qu'on peut faire un micro-trottoir, les gens vivent ça. Spontanément. Oui, voilà, et ils n'ont pas l'air très perturbés, c'est des anecdotes de vécu, c'est des témoignages de proches, donc on voit un petit peu qu'il y a aussi un effet de reconstruction, d'embellissement narratif historique. On a beaucoup de ces témoignages qui sont dans le domaine des contacts avec les défunts, notamment dans des contextes de deuil. On sait que c'est quelque chose qui est très favorable à ce type d'expérience, ou qui sont finalement très légers, très subjectifs. Les chatouilles, on peut finalement les reproduire par simplement une sorte d'induction, suggestion. On va faire l'expérience, concentrez-vous sur vos pieds, et là, ça chatouille un tout petit peu à droite, là, juste sous le petit orteil. Ça irrite, ça chatouille. Vérifiez, ça chatouille. Voilà, il y en a certainement chez qui, juste le dire, ça marche. Oui, alors voilà, mais il y a des bizarreries subjectives, comme le fait d'entendre une voix qu'on ne reconnaît pas comme étant la sienne, qui sont malgré tout, ça se respecte quand même parce que c'est fort et subjectivement, la personne qui se retrouve bloquée devant une porte et qui comprend pas et qui panique, psychologiquement, moi c'est une réalité psychique, je l'accepte comme telle.
quand même dans l'eau, on entend plus le mot bizarre que le mot paranormal. C'est juste des gens qui ont eu un truc bizarre, et comme il n'est pas expliqué, à part le témoignage de la grand-mère, où là, carrément, il y a toute une théorie sur la chose, les autres, la photo, on ne l'a pas retrouvée. Est-ce qu'ils ont cherché c'est plus des trucs bizarres. Est-ce qu'on confond le bizarre et le paranormal ? C'est-à-dire que ce sera très insatisfaisant. Pour les gens qui y croient, c'est génial, ça abonde dans le sens de leur croyance. Pour les gens qui n'y croient pas, on ne va pas avancer. Oui. Là, par exemple, la jeune fille disait qu'elle avait fait une description parfaite de la grand-mère qu'elle n'avait pas connue. Description parfaite, moi j'aurais envie de voir le témoignage en état, de pouvoir comparer. Et ça, on peut le faire au niveau expérimental. On peut très bien mettre en place des études comme ils font au Windbridge Institute aux États-Unis, où vous avez des médiums d'un côté et des gens qui ont un défunt qui est mort récemment de l'autre. Ils ne se rencontrent jamais, mais le médium tente de faire des prédictions sur le défunt. Et par une série d'intermédiaires qui font des contrôles, on peut avoir un quintuple aveugle et on peut mesurer les affirmations du médium. Ouais, je sais, c'est à surenchère là. c'est que les intermédiaires ne savent pas ce qu'ils sont en train de vérifier, quel est le contrôle, quelle affirmation correspond à tel individu, etc. Et c'est simplement par tout le montage contrôlé de l'expérience, du protocole, qu'on arrive à avoir des données pour voir s'il y a une cohérence. Et alors, le quintuple aveugle, est-ce que les hypothèses résistent ? Est-ce qu'on a vraiment des choses que le quintuple aveugle ne peut pas distinguer du hasard ? Oui, dans ces études-là de Windbridge Institute, alors il y avait une première version où on pouvait donner des critiques parce que le médium avait au moins le prénom de la personne, ce qui peut indiquer comme ça une catégorie d'âge, voilà. Voilà, une sorte d'halo, mais c'est très léger malgré par rapport aux affirmations qu'ils ont pu faire. Ça a été modifié dans les protocoles suivants, donc c'est aussi toujours quelque chose qui, dans une sériation, qui s'améliore au fur et à mesure. Le regret qu'on peut avoir, c'est que cette étude, elle n'est pas reproduite par d'autres chercheurs. Il y a un manque comme ça d'intérêt d'autres chercheurs pour mettre en place les mêmes dispositifs. Le problème de genre de travaux, moi je ne suis pas expert, mais c'est que comment on définit un succès et un échec où on a des récits qui sont très, très subjectifs avec du vocabulaire qui peut être flou, c'est un peu le gros défaut de l'approche. Il n'y a pas de solution facile, quoi. C'est-à-dire que les gens qui sont juges, qui peuvent être soit les gens qui ont vécu eux-mêmes le défunt, enfin qui connaissent le défunt, ils disent lesquels s'attribuent à leur défunt et lesquels non. Oui, donc effectivement, si c'est flou, ils peuvent se tromper de défunt, tromper d'affirmation, et du coup, on a un taux d'échec possible. C'est falsifiable totalement. Morgane, une remarque là-dessus, quelque chose, non ? Je ne connaissais pas l'étude en question. Moi non plus. Pour le coup, non. Alors, moi, je vais rentrer dans le sujet qui fâche. Y a-t-il des profiteurs du paranormal ? Est-ce que tout le monde est gentil, tout le monde est honnête ? Ou est-ce que y a des gens qui croient qu'ils sont sincères, et puis il y a des gens qui peuvent croire sincèrement, mais exploiter sciemment pour ou bien de l'argent, ou bien de la renommée, un prestige symbolique, ces croyances-là chez eux et chez les autres. Et voilà, c'est ma question. Est-ce qu'on a des profiteurs et est-ce qu'on peut la reconnaître ? Comment on la reconnaît et qu'est-ce qu'on fait ? Alors, balance. Certains diront, vous voyez, on vient de faire la pub pour nos bouquins, on profite un petit peu du vide. Voilà. Je vous garantis que ce n'est pas les bouquins qui sont les plus vendus en librairie. Sinon on ne vous le montre pas, vous ne les verrez pas. En revanche, ce qui marche, c'est Alix, c'est Charbonnier, c'est les mecs qui vont vous dire j'ai la réponse, j'ai les preuves. Après la mort existe. Oui, voilà, l'épreuve du paradis, l'épreuve de contact avec les défunts. Et effectivement, tu viens de citer le nom de Charbonnier, qui est un médecin réanimateur qui va très loin, c'est-à-dire notamment en termes de... Bon, il publie beaucoup de livres, mais il a maintenant construit un dispositif où il met les gens sous hypnose collectivement, comme ça, au micro, et puis ils doivent ressentir le contact avec les défunts. Ça s'appelle la transcommunication hypnotique, la TCH, ça fait vachement scientifique. Oui, c'est à peu près 100 € la séance, une quarantaine de personnes, il y a 62 dates en 2019, tout le monde se l'arrache, il est médiatisé extrêmement, il n'a jamais publié aucune recherche scientifique sur un sujet comme ça. Et c'est un monsieur, je le rappelle, il traite les sceptiques d'abrutis, il le dit régulièrement, il dit qu'il débat avec n'importe qui quand on veut, mais il répond jamais aux mails qu'on lui envoie, et après il dit mais moi je ne débatte qu'avec un médecin. Voilà, donc toi tu connais le sujet parce que tu l'as Je ne le connais pas lui personnellement. Mais est-ce que tu es médecin ? Non, je ne suis pas médecin, je suis psychologue. Donc tu ne mérites pas qu'il s'intéresse à toi. Voilà.
Lui, donc il met docteur sur tous ses bouquins. Voilà. On pourrait faire pareil. Oui, mais d'ailleurs, le Conseil de l'Ordre des médecins lui a dit de retirer son titre de docteur de ses activités non validées scientifiquement, ce qu'il ne fait pas. Voilà. Donc, l'Ordre des médecins, moi, je leur demande à quoi est-ce que vous servez ? C'était mon message personnel. Après, je trouve ça légitime que des gens explorent les domaines, tant qu'ils se rapprochent au maximum de la méthode scientifique. Et on voit que, en fait, pour moi, ce serait le repère, cet écart-là, mais finalement, c'est global, parce que le titre de parapsychologue n'est absolument pas protégé dans aucun pays, donc n'importe qui met une plaque là-dessus. Il y a tellement pas de repère scientifique pour les gens que quelqu'un qui a vécu le truc, qui sait en parler un petit peu intelligemment, devient très vite expert. Les médias sont dans une confusion totale. Vous avez encore Le Monde, là, qui fait un numéro sur l'expérience de mort imminente, des états modifiés de conscience, le monde des religions, je veux dire. Vous en avez tout le temps comme ça, et en fait, ils vont vers le premier qui veut prendre le micro, quoi. Oui, Ils vont les bons clients. Il me semble que la parapsychologie, c'est une option à l'université, mais c'est pas un diplôme complet. Alors, ça dépend quelle université. C'est Ça dépend jamais quelle université, une option en France. Oui, en France, oui, mais je crois qu'en Grande-Bretagne, par exemple, ils ont des options qui touchent à ces questions-là. En Grande-Bretagne, c'est un grand écart, puisqu'il y a une douzaine de départements universitaires qui ont des unités de recherche et d'enseignement en psychologie anomalistique et parapsychologie. Et ce cours est même enseigné avant d'entrer à l'université, dans les classes préparatoires. Donc là-bas, on sait que c'est un sujet tout à fait légitime. D'ailleurs, c'est très ludique, c'est très attirant pour les étudiants. C'est un moyen aussi de leur apprendre plein de choses dans le champ de la psychologie, dans le champ de la science, parce que voilà, c'est assez fascinant, ça fait partie de la culture ambiante. Comment on fait ? Pardon, je te demande des solutions, mais moi, je suis obligé de... Parce que je mets à la place des gens. Alors, vous me dites que ces mecs-là ont pas l'air fiables, c'est l'air des filous. Et moi, en effet, l'impression que j'ai, je veux pas l'accuser de quoi que ce soit, mais qu'il y a un grand décalage entre ce qu'il prétend savoir et ce qu'il démontre et comment il le vend. Et il le vend très cher. Comment on fait ? Les gens qui veulent parler à leurs défunts, ils ont le droit, mais ceux qui veulent savoir si c'est possible... Ceux à qui on dit « Oh, ce mec, il est extra », comment il vérifie ? Comment on fait pour savoir si le mec qui dit qu'il a des preuves sur des choses qui touchent à l'intimité des gens, et des gens sont prêts à payer très cher pour parler avec leur mort ? Ça me paraît logique. Vous avez perdu un proche, si quelqu'un vous offre la possibilité de parler avec lui, je comprends qu'on veuille y croire et qu'on paye cher. Et du coup, ils payent cher, les gens. Mmh. Comment on fait ? Alors, si on ne voit que le côté d'exploitation de la détresse, désolé, mais c'est effectivement c'est triste, mais dans un autre côté, on peut tout à fait mettre en place un protocole clinique où on fabrique cette communication avec les morts et on voit les effets thérapeutiques. C'est déjà fait, on peut utiliser notamment le psychomonteillon, qui est une sorte de dispositif d'une petite salle dans l'obscurité avec un miroir où on met les gens de façon relaxée pendant 50 minutes. C'est encadré par un psychologue clinicien qui fait un entretien avant-après, et il y a des effets thérapeutiques qui sont mis en évidence. Donc oui, et c'est quelque chose qui manque aussi à notre culture, c'est qu'est-ce qu'on fait de nos morts ? Est-ce que les rituels maintenant d'incinération où on voit plus le prix qu'on débourse que l'intérêt symbolique, est-ce que c'est vraiment efficient ? Donc on peut se poser la question de façon avec un recul anthropologique et aller chercher un petit peu, regarder ce que les gens font comme bricolage de ce côté-là, sans tout rejeter, parce qu'effectivement c'est pas la faute des gens qui sont endeuillés. Et les effets cliniques peuvent être là, mais quel médium ou quel savant veut bien participer à une recherche qui suivrait vraiment les guidelines, l'éthique, au lieu de vendre simplement un truc qui rapporte. Et donc là, on n'a rien pour l'instant, c'est le vide ? En France, c'est actuellement le vide, mais il y a des études assez variées qui sont faites aux États-Unis, en Angleterre, voilà. Donc non, c'est pas la situation en France, elle est un petit peu, on est vraiment en retard par rapport à ce qui se fait dans d'autres pays, même si c'est un petit peu un argument qu'on sort souvent, mais c'est vrai qu'il y a un décalage culturel assez important. Oui, c'est ce que je te disais. C'est pour ça que je t'ai parlé aussi des formations, parce que je sais que dans d'autres pays, il y a des formations encadrées, qu'a priori, en France, pour le moment, c'est plutôt rare, voire quasi... Alors à Nancy, on va pas se plaindre, parce que quand même, donc du coup, il se trouve que moi, je suis enseignant-chercheur, habilité à diriger des thèses, et j'ai plusieurs thèses qui portent sur le sujet, j'ai plusieurs étudiants qui se confrontent du coup scientifiquement à ce seul. Quels sont les intitulés des thèses que tu encadres ? Alors, j'ai 2 thèses qui portent sur les expériences de mort imminente avec des dispositifs un peu différents. Une thèse qui porte sur un phénomène de lucidité terminale, c'est-à-dire
un peu avant la mort, certaines personnes peuvent recouvrir certaines de leurs capacités cognitives, motrices, mnésiques, etc. Donc voilà, c'est un phénomène qu'on connaît, qui a quelques études comme ça, d'études de cas, mais rien de systématique. Donc on est en train de mettre en place un réseau d'hôpitaux, même au niveau international. Et j'ai une thèse qui porte un peu sur les aspects culturels. Tout à l'heure, dans le micro-trottoir, on entendait quelqu'un qui disait au Portugal, on est considéré comme des sorciers. Et il y a effectivement beaucoup d'aspects culturels qui jouent aussi sur ces sujets. Et donc j'ai un étudiant qui brasse ce côté-là. Donc voilà, c'est pas les intitulés exacts parce qu'ils sont en cours. On a toujours le temps de corriger. Mais on a des lignes directrices intéressantes. Un mot sur les médias. La manière dont on a vu qu'il y avait des gens qui vendent des livres. Et encore une fois, les livres qui se vendent le mieux sont ceux qui vous disent des choses sympas et plus dans la croyance que vraiment des études scientifiques. Parce qu'en effet, c'est plus dur à lire souvent la science. Mais après, on a les journaux. Est-ce que les journalistes abordent ça d'une manière satisfaisante? On a la télévision avec des émissions, j'en ai fait les frais, avec un traitement sensationnaliste de la question. Est-ce que malgré tout, il y a des médias vers lesquels on peut aiguiller les gens pour dire voilà, ce type de revue-là ou ce type d'émission-là traite ça de manière convenable? Je dirais non, désolé de le dire en plein média. Mais nous, on est là, on fait ce qu'on peut. Mais moi, j'en ai fait l'expérience très tôt, c'est-à-dire que j'ai fait un mémoire de Master 1, donc en 4e année de psychologie, sur les personnes qui se disent hantées, Et à partir de là, j'ai eu Jacques Pradel, De Chavannes, Coé, qui m'ont demandé de participer à des émissions. Je veux dire, j'étais un pauvre étudiant, il n'y a aucune logique, c'était juste le fait d'associer universitaire et paranormal, ça faisait le spectacle. Donc tu y allais à chaque fois? Ah non, j'ai fait Pradel à la radio, mais la télé, je pouvais pas. J'ai quand même été médiatisé, même surmédiatisé trop tôt. Bob vous dit la vérité, tu allais quand même, ça. Oui, bien sûr. Alors quel recul critique tu as sur cette... C'est pas prévu, mais quel recul critique tu as sur cette expérience? Est-ce que c'est traité correctement chez eux? Bonjour Bob. Non, mais il y avait cette ouverture à me laisser parler sans aucune censure. J'ai pu faire des plateaux de discussion pendant 1h30, 2 heures. J'ai jamais eu l'impression qu'on m'orientait mes réponses, m'orientait mes questions. Et mon point de vue, même si très différent des autres invités, pouvait trouver sa place. L'intérêt, c'était aussi de donner un autre son de cloche, parce que ces gens-là, s'ils n'entendent toujours que les mêmes, ils vont toujours vers les mêmes. Les médias vers qui je les oriente, c'est d'abord les revues scientifiques. Il faut savoir qu'elles existent, qu'elles sont facilement accessibles en soi. Et puis après, facilement, il faut pouvoir le lire. C'est pas... Oui, voilà, c'est facile en termes d'internet, mais c'est pas facile en termes de. Il faut lire en anglais souvent. Le niveau technique est quand même assez élevé. Après, il y a des vulgarisateurs de ça. Moi, j'apprécie. J'ai commencé avec Dean Radin, qui est un chercheur qui est à la fois diplômé en ingénierie et en psychologie et un grand expérimentateur en parapsychologie et très bon vulgarisateur. En anglais. Il y a 2 de ses livres qui sont traduits en français, par exemple. D'accord. Et puis, il fait des conférences sous-titrées, des choses comme ça. Donc, on peut trouver... mais il y en a d'autres. La référence, on mettra dans la description. Ça peut, tout à fait. Voilà. Je pense qu'il y a quelques très bons livres de vulgarisation du domaine pour tout type d'expérience. Le tien est très bien parce que, notamment, tu t'es beaucoup concentré sur les travaux français dont on entend le plus parler, ou qui sont en français très médiatisés, et tu fais la part des choses en allant chercher ce que les gens n'ont pas toujours le temps ou la capacité de faire, les revues scientifiques, les articles publiés qui permettent de dire voilà où on en est véritablement au niveau international. Bon, merci pour la pub. Donc les médias, vous avez un gros progrès à faire pour ne pas juste être dans la croyance ou dans la moquerie. Et justement, la question cruciale, comment on peut formuler une critique sur tout ce champ un peu protéiforme, on ne sait pas trop où il commence, où il finit. Comment on critique ça? Ce que nous, on essaie de faire de manière honnête et respectueuse. Comment on réagit sans adhérer et sans être dans la dénonciation bête et méchante, quoi. Comment est-ce qu'on peut être un sceptique éclairé sur ces questions-là? Parce que même dans le scepticisme, il y a des gens qui abusent. Oui, c'est-à-dire que se dire sceptique, prendre cette position-là, n'est pas forcément un gage d'être bien informé, de s'être documenté suffisamment. C'est vrai qu'il y a un côté un petit peu parfois militant, on défend des causes, on adhère à une vision du monde qui colle pas forcément avec ce que la parapsychologie ou d'autres disciplines peuvent essayer de montrer.
Moi, je me considère aussi comme sceptique, donc c'est compliqué de dire, mais c'est un scepticisme curieux, un scepticisme qui va lire les revues, et je sais quand je connais pas un sujet, donc je m'arrête à ce moment-là. Je connais des experts qui pourront peut-être m'éclairer davantage, mais les experts, je les trouve parce que moi, j'ai la chance d'être enseignant-chercheur, de lire et de traîner dans des réseaux en anglais, etc., ou en allemand. Il y a des gens de très haute qualité dans ce domaine aussi farfelu que la parapsychologie, que le paranormal. Le pseudo-scepticisme, j'essaye de lutter aussi contre, et je pense que je travaille avec toi, donc je considère que tu fais des progrès, ou tu amènes les gens à faire des progrès avec une approche qui, justement, évite certains des biais trop personnalisants dans les insultes ou dans la discrimination, des choses comme ça. Tu peux comprendre qu'il y a des choses que tu maîtrises pas dans ces domaines. Et à partir de là, on va s'entendre, parce que je ne maîtrise pas non plus. Donc nous sommes tous des grands amateurs du monde. C'est Kavala qui a dit « La science est un jeu dont les règles du jeu consistent à trouver quelles sont les règles du jeu. » Et le paranormal, il rentre bien dans cette définition de comment on fait pour faire une approche. Morgane, as-tu une réflexion terminale ? Non, je vois pas trop quoi dire, à part que, encore une fois, répéter que si les gens vous disent qu'ils ont vécu quelque chose ou qu'ils ont cru vivre quelque chose, faut pas les juger. C'est pas comme ça que vous allez progresser. Et a priori, sur un plan cognitif, ils ont vraiment eu cette expérience-là. Donc, moi, je te poserai une question. Qu'est-ce que tu as appris sur le paranormal dans tes cours ? Et justement, pas grand-chose. C'est pour ça que je disais qu'à l'université, c'est pas hyper répandu, parce que pourtant, les neurosciences et la science cognitive, c'est un peu le domaine. Et c'est vrai qu'à part un séminaire auquel on a eu le droit par un de tes collègues et quelques réflexions autour de tout ce qui est illusion d'optique, etc., un peu de théorie de l'esprit, un peu effectivement de croyances, on voit pas grand-chose. C'est pour ça que je disais que j'avais un peu peur que tout ce qui était les études sur les états modifiés de conscience, etc., ça reste un petit peu dans un champ qui se coupe un peu de la parapsychologie, sans forcément penser à regarder ce que ça implique là-bas, quoi. D'accord. Donc, vu la prévalence du phénomène, peut-être que ça se justifie d'investir dans l'explication de tout ça, donc dans les travaux de Renaud Evrard. As-tu d'autres ouvrages récemment ? Alors oui, donc cet ouvrage, Folie et paranormal, c'est issu de ma thèse, et même si c'est très lourd, ma thèse, elle fait 900 pages, tu pourrais même pas la tenir. Mais... Attends, pas la... ça va ? 900 grammes, j'y arrive. Et ce sujet m'a fait investiguer aussi tout l'aspect historique, c'est-à-dire c'est pas nouveau qu'on s'intéresse à ça, qu'il y a des débats sur effectivement est-ce que c'est de la folie ou pas, des choses comme ça. Et du coup, j'ai un autre ouvrage qui s'appelle La légende de l'esprit, enquête sur 150 ans de parapsychologie, où je trace en France comment on s'est emparé de ces sujets, quels ont été les chercheurs qui ont amené des choses importantes. Et il y a notamment des prix Nobel comme Charles Richer, Pierre Curie, qui se sont intéressés à tout ça. Il y a vraiment des moments où la petite histoire de la parapsychologie a croisé la grande histoire, et c'est assez riche au niveau culturel. Bon, donc vous pouvez vous renseigner sur cette histoire-là. Il y aura un petit bonus de 5, 10, 15 minutes avec Renaud pour la version online de l'émission. On va se pencher sur des choses peut-être un peu plus nuancées sur le doute, et peut-être des choses vraiment là on n'a pas de réponse, et c'est plus grave que ceux où on a des réponses générales. Le prochain bénéfice du doute devrait aborder, parce que c'est pas totalement fixé, mais la vaccination, l'hépatite, etc. Et pourquoi est-ce que pourquoi c'est important ou pas important de le faire. Voilà, je vous remercie d'avoir été avec nous sur RCN. Merci à Lucas pour la technique. Merci Morgane d'avoir été là avec tes lumières de sciences cognitives. Prenez soin de vous, attention aux fantômes, restez sceptiques, à bientôt. Donc le bonus de l'émission, on est toujours, on est plus sur les ondes, mais on est sur Internet. Renaud Evrard, est-ce qu'il y a, parce que tu connais quand même pas mal le sujet, est-ce qu'il y a des cas particuliers ou des phénomènes où tu te dis là, indépendamment de ce que tu crois, parce que j'ai déjà essayé d'avoir ta réponse sur qu'est-ce que tu crois, tu ne veux pas répondre à ça et c'est bien ton droit, où tu dis là quand même, là c'est très, très bizarre, les réponses qu'on a ne me satisfont pas, même si c'est des réponses qui sont dans la littérature, voilà. Qu'on touche le doute, c'est un peu le thème de l'émission, et les limites de la démarche telle qu'elle est arrivée aujourd'hui à ses conclusions solides ou faibles.
Oui, alors par rapport à ça, il y aurait deux pistes. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qui est le plus carré. Donc, on va aller peut-être du côté de la littérature expérimentale, où il y a effectivement des études reproduites dans des cadres de laboratoire. Et de ce côté-là, il y a des méta-analyses qui sont plutôt concluantes. La dernière en date, c'est Etzel Cardena dans American Psychologist en janvier 2018. Mais pour donner un cas qui parlera peut-être un peu plus... Juste, ils disent quoi? Il dit que les différents paradigmes en parapsychologie, genre le télépathie par le rêve, par le Ganzfeld, des choses comme ça, au final, quand on cumule toutes les études, c'est concluant. Il y a un effet, une anomalie qu'on doit chercher à expliquer, et avec d'autres études éventuellement, Donc, bien sûr. Il y a des phénomènes qui relèvent ou de la télépathie, ou de la transmission d'informations, ou de... Oui. Voilà. Qui est censé ne pas exister. Qui dépassent le hasard. Voilà, c'est ça. Donc, c'est le truc très étonnant, surtout qu'il y a un effet un peu d'amoncellement, là, où on a l'impression que presque tout fonctionne, avec des méthodologies qui s'améliorent d'année en année. Enfin, voilà, il y a des choses qui commencent à faire tâche un peu. Mais le problème, c'est que si jamais j'ai un médium qui me dit qu'il sort de son corps et qui va dans la pièce d'à côté, et que je vais dessiner un éléphant ou un chat sur un dessin, est-ce qu'il peut y aller et revenir et me dire voilà ce que j'ai vu et ça marche? Est-ce qu'on est sur ce niveau de preuve aussi clair que ça, ou est-ce qu'il faut faire plein de stats et en un fifrelin? Il y a un grand écart, c'est-à-dire que ce qui va être produit in vitro dans un laboratoire, c'est un phénomène un peu épuré de toutes les autres perspectives d'explication. Donc le médium dans une autre pièce, il y a énormément de biais possibles. On n'est pas... Donc finalement, la qualité méthodologique, elle enferme un autre type de phénomène. Donc il y a un décalage. C'est-à-dire que quelqu'un qui pense avoir vécu un phénomène de télépathie, on ne peut pas lui dire oui, c'est prouvé la télépathie, ce que vous avez vécu, c'est vraiment ça. C'est ça qui pose un peu problème. Donc tout à l'heure, on parlait un peu de maisons hantées, de fantômes. Moi, il y aura un cas qui m'a un peu perturbé, sans, justement, je le dis d'avance, sans qu'il n'y ait d'études scientifiques satisfaisantes. Dans ce cas-là, c'est le cas d'Amnéville. Donc les gens qui aiment la Lorraine, c'est chez vous, hein. Voilà, c'est pas très loin d'ici. C'était à l'été 2014, et il se trouvait que j'habitais à 2 km de la maison dite hantée, et la presse en a fait sa première page immédiatement. Le jardin de ces gens était envahi de curieux, de chasseurs de fantômes, etc., etc. C'était impossible d'appréhender ces gens, de les approcher. Je leur ai écrit, j'ai essayé de voir si je pouvais éventuellement parler un peu avec eux, peut-être les aider. Mais bon, il y avait déjà tellement de pseudo-experts partout que j'étais dans la masse. Et ce qui était intéressant dans ce cas, donc, c'est le cas où en une soirée, une demi-journée, quasiment toute leur maison a été retournée, détruite, des objets cassés dans tous les sens, même une dalle de béton qui pesait je ne sais plus combien de kilos, qui s'est renversée, des choses comme ça. Mais il y a la police qui est intervenue, il y a des journalistes, il y a des gens comme ça, et l'explication qui nous en a été donnée un mois et demi après, c'était que la vieille dame qui était dans ce cas-là, je vais pas donner son nom à nouveau, aurait eu une crise d'hystérie, elle aurait elle-même renversé tous les objets. A priori, c'est l'explication qu'on va valider, parce que oui... Il y a des gens qui pètent les plombs et qui cassent la maison, alors que des fantômes, c'est plus rare. Voilà, c'est une explication qui restaure la normalité, si satisfaisante pour le plan cognitif, les gens se sont arrêtés là. D'accord. Sauf qu'en fait, l'histoire a continué, et c'est là que c'est intéressant, au point où les gens ont été perturbés, il y a quelque chose qui a restauré la normalité, ils sont accrochés à ça et n'ont pas cherché plus loin. Cette dame, qui était plus jeune du tout, en fait, ses aveux n'ont pas été reçus par le tribunal parce qu'elles ont été signées alors qu'elle est analphabète. Donc, ils ont été considérés comme non valables. Il y a eu un non-lieu. Comme extirpés. Comme extirpé après 3 heures d'investigation. Mamie, tu me fatigues, on dit que c'est ça, puis voilà. Ça fait un peu ça. Ouais. Ça fait un peu ça. Le tribunal a conclu sur un non-lieu, donc on est sur une impasse totale sur le plan de la raison, et le rapport des gendarmes, ce qui a pu en filtrer, donne des explications abracadabrantes. Alors dans ce cas-là, les gens disent un fer a repassé, a traversé le couloir, a tourné à gauche et s'est encastré dans la fenêtre. Et les gendarmes constatent la chose et disent oui, mais probablement qu'ils ont utilisé un gros aimant pour attirer le fer à repasser. Moi, je trouve que quand les gendarmes disent ça, pourquoi pas? C'est une très bonne hypothèse, ça peut fonctionner. Mais il faut qu'ils le testent. Oui, ils s'avancent un petit peu trop dans leur explication. C'est-à-dire, il faut qu'ils le testent, il faut qu'ils réorganisent, qu'on fasse une reconstitution comme pour un meurtre, et qu'on voit si c'est l'explication valable. Sauf qu'il n'y a jamais aucun scientifique qui a investigué proprement ce cas, et du coup, on est sur un entre-deux qui laisse trop
trop de flou, en fait. Et tu crois que les témoins sont crédibles lorsqu'ils disent qu'ils ont vu le fer passer, se déplacer? Ben, c'est le problème d'un cas spontané. On va analyser effectivement la crédibilité des témoignages. Il y a eu à peu près une douzaine de témoins dans ce cas-là. C'est-à-dire, il y a les 3 témoins initiaux qui sont donc le mari, la femme et leur neveu. Et puis ensuite, des voisins, des beaux-frères qui sont venus, des journalistes et même les gendarmes eux-mêmes. Ils étaient à 3 dans le salon, ont vu la télé tomber devant eux, sans personne autour. Mais ça, c'est le cas. Et ils ont fui. Ils ont fui du salon. Donc après, je comprends qu'ils soient Hygiène Mentale problématique. qui a fait une vidéo sur ce cas-là. Hygiène Mentale a fait une vidéo en disant, effectivement, il y a un aspect bizarre, c'est que les objets au-delà de 1,50 m ne sont pas tombés, Comme les si objets lourds n'ont pas été c'était déplacés. le neveu qui a été responsable. Enfin, le neveu, à 12 ans, je ne sais pas la taille qu'il fait, mais 1,50 m, effectivement... S'il est très énervé. Oui, mais on peut imaginer qu'il peut dépasser 1,50 m s'il a envie de secouer un meuble. Voilà. Ouais, mais effectivement, ça laisse à penser qu'il y a une supercherie possible. Mais même cette supercherie n'est pas démontrée par le simple fait qu'il y ait des anomalies dans les phénomènes. Mais donc, du coup, ce cas-là, je vous conseille Hygiène Mentale pour voir un peu le point de vue d'un sceptique pur et dur d'un côté, peut-être trop sceptique, j'en sais rien, et par rapport à ce que tu nous Oui, il nous appelle livres. ça les fantômes de l'été, et il critique effectivement le journalisme paranormal estival, où tous les étés, vous avez le numéro spécial voyance horoscope. Ils s'ennuient tellement qu'il faut bien qu'il y ait un truc, et donc du coup, ils se jettent sur les phénomènes de ce type-là. Voilà. Donc ça, c'est un cas qui pour toi est malheureusement éteint, c'est-à-dire les gens vivent toujours dans cette maison, etc. Mais je pense qu'ils ne parleront plus à personne vu les dégâts qui ont été causés. Je veux dire, le traitement journalistique de donner le nom et l'adresse des gens sans aucune protection, c'est quand même un petit peu limite. Mais attends, j'ai une dernière question avec un nom. Le cas Nicolas Fraisse. Je sais que tu t'y es intéressé. On prend quelques minutes juste. Je vous rappelle, Nicolas Fraisse, c'est ce monsieur qui prétend qu'il peut sortir de son corps à volonté, et donc il peut se balader, aller voir sa boulangère, et donc il aurait accès à des informations sur des lieux que son corps n'a pas vus. Et il y aurait, c'est l'Institut noétique, des sciences noétiques en Suisse, avec Madame Détiolaz, qui, elle, comme elle est scientifique, elle est docteur en biologie. Elle a dit, puisque je suis docteur, ce qu'on a fait, c'est de la science, sauf qu'il ne publie pas très proprement. Donc toi, tu avais regardé un petit peu le truc, tu avais dit qu'il y avait des problèmes dans leur publication, et tu leur avais écrit. Oui. Ça, c'est les cas. C'est un petit peu dommage, effectivement, que des gens qui ont effectivement un background scientifique. Et qu'on voit à la télé partout, quoi. Et qui sont médiatisés ou qui font énormément de conférences et qui vendent des bouquins et qui disent que les bouquins financent leurs propres recherches, ne se prêtent pas vraiment au jeu de la science. C'est-à-dire, le jeu de la science, c'est non seulement publié dans des revues où on est déjà critiqué par les pairs, où une accessibilité des documents pour tous les scientifiques qui s'y intéressent. Et deuxièmement, c'est d'accepter des échanges critiques avec des collègues. Il n'y a pas une prétention comme ça à avoir d'être dieu de la science et de tout savoir. Et le problème aussi, c'est que ce sujet doué qu'ils ont entraîné, qu'ils ont accueilli, donc pour ça, ils ont fait un travail magnifique pendant 10 ans avec quelqu'un qui a quand même des fragilités psychiques, d'avoir ce don-là, toute son histoire de vie. Ce sujet, il serait volontaire pour aller dans d'autres équipes de recherche et reproduire les expériences. Ce qui est très bien. Mais il se retrouve barré. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, il n'a pas accès à d'autres équipes de recherche. C'est un peu la poule aux œufs d'or, là. Pour l'instant, c'est une critique que je ferai de ce côté. On le garde pour nous et il est bien avec nous, donc il reste. Si ce phénomène est avéré, il est trop important pour être enfermé dans une petite équipe. En Suisse, il faut que ce monsieur puisse être testé par des gens sceptiques. Sceptiques, mais avec les mêmes, avec les mêmes degrés d'humanité, quoi. Juste, voilà. D'abord, on doute, donc on teste. Parce que si c'est vrai, moi, je veux le savoir. Je ne suis pas hostile à ce monsieur. Juste, je ne le crois pas. Mais je veux bien croire si on me le prouve. Oui, bien sûr. Ce qu'il faut pour une bonne expérience de parapsychologie, c'est les conditions de contrôle et les conditions de production du phénomène doivent être équilibrées de façon optimale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut mettre le sujet dans les meilleures conditions possibles où le phénomène marche pour lui. Et il faut en même temps que pour les scientifiques, il n'y ait rien qui sorte comme autre explication normale. Verrouillé en termes d'hypothèse. Ils n'ont fait ni l'un ni l'autre. Ils ont produit
des bonnes conditions d'atmosphère, mais leurs conditions de contrôle datent de la fin du 19e, avec des enveloppes soi-disant opaques, des cibles qui avaient été choisies par les personnes présentes dans la pièce. Ça n'avait aucun sens sur le plan scientifique. Ils n'ont pas été aptes à le reconnaître. Et là, on peut mettre en cause leurs compétences. Et puis, du coup, voilà, c'est cet équilibre qui n'est pas atteint. Le phénomène existe peut-être. Nicolas Fraisse est peut-être doué, j'en sais rien du tout. En tout cas, je trouve qu'il est très sincère et que leur démarche est très honnête. Simplement, moi, en tant que scientifique, je suis extrêmement frustré. Moi, je doute même de leur honnêteté, hein, parce que quand on est honnête, sur un phénomène de cet ordre-là, on se bouge le cul pour prouver. Les gens comme toi ne sont pas hostiles envers eux. Non, mais moi, je suis pas surpris parce que l'approche scientifique du paranormal, et c'est ça c'est très compliqué. Ça demande d'être sur une corde raide entre des approches très carrées et une ouverture d'esprit, une capacité à dépasser un petit peu. Et les gens s'arrêtent trop tôt, d'un côté ou de l'autre. Souvent, ils souffrent d'être sur cette ambivalence, cette ambiguïté. Et la solution, c'est l'époquer, c'est la suspension du jugement. De temps en temps, même souvent, on n'a pas la réponse. Il faut accepter on peut avoir une opinion, mais d'accepter que ce n'est pas définitif et de ne pas avoir des jugements trop francs, du côté des tenants comme du côté des sceptiques. Même si le vrai sceptique, c'est celui qui est capable de suspendre son jugement. C'est la définition. Merci beaucoup, Merci Renaud. à vous pour Je pense l'invitation, que c'est un plaisir. le thème est tellement large qu'on pourra revenir sur d'autres sujets avec toi, parce que tu es quand même dans le coin. Hein, oui, c'est sûr. Et qui t'amène à faire des débats. Ça serait intéressant d'avoir des gens en face. Si vous voulez venir débattre, l'émission RCN, je vous prends en défi. Je pense que c'est un lieu où on pourrait organiser un débat à l'occasion. Je pense que ça pourrait être intéressant, le plateau peut s'y prêter. Merci beaucoup, merci Morgane. C'est la fin de l'émission. Restez, abonnez-vous, restez branchés partout. Et surtout, allez vous promener dans la nature qui est jolie aussi de temps en temps. Voilà.